À la une ce soir, premier contrôle renforcé sur le réseau Mosaïque. Des contrôleurs assistés des forces de l'ordre ont procédé à des vérifications de tickets ce matin, une mesure qui visait à rassurer les usagers et les chauffeurs de bus. Les militants de la Sopamar à nouveau mobilisés. Ils se réuniront tous les soirs pour empêcher la livraison de la cheminée destinée à l'usine de biomasse. Un campement sera installé devant le port pour en empêcher sa sortie. La douane de Martinique a inauguré 2 navettes aujourd'hui. Les embarcations sont déjà en service depuis 2 ans. Elles sont utilisées dans nos eaux pour lutter contre les trafics. Et puis la deuxième demi-finale du trophée Mutuel Margaillard s'est tenue hier soir au stade Pierre-Aliquer à Dillon. La rencontre opposant le club franciscain au club colonial a été très disputée et s'est soldée par une victoire des Foyalais. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Les premiers contrôles renforcés ont commencé ce matin sur le réseau de bus Mosaïque. Une dizaine de contrôleurs assistés de la police municipale de Schellcher ainsi que de la gendarmerie de Martinique ont procédé à des vérifications de tickets, une mesure qui vise surtout à rassurer. Voyez ce reportage de Louis Sabas. Bonjour messieurs, dames, contrôle des tickets s'il vous plaît. Des contrôles comme celui-là, il y en a régulièrement sur le réseau Mosaïque. Mais ce coup-ci, les contrôleurs ne sont pas venus seuls. Police et gendarmerie sont de la partie. Un peu plus d'une semaine après la dernière agression d'un chauffeur-receveur, leur participation rassure les conducteurs de bus et les contrôleurs de la CFTU qui souhaitent une présence policière sur tout le réseau. L'idéal, ce serait qu'il y ait à la disposition de la CACEM une police intercommunale de transport, ce qui nous permet d'avoir une police qui nous assiste 24 heures sur 24. L'avantage de cette police, c'est qu'elle peut intervenir sur les 4 communes de la communauté du centre, qui est de la CACEM. Un dispositif qui existe déjà dans quelques villes de l'Hexagone et qui a été soumis aux élus de la CTM. Car si dans leur mission les contrôleurs peuvent verbaliser un contrevenant, ils ne disposent d'aucune autorité pour exiger l'identité d'un fraudeur, mission habituelle des forces de l'ordre qui ne s'arrête pas là. Si les personnes refusent de décliner leur identité, du coup nous on intervient pour aller sur un contrôle d'identité où la personne doit nous présenter une pièce d'identité. Après nous on pousse un peu plus loin, la réquisition du procureur nous permet de contrôler, mais également de voir un peu si les personnes détiennent des produits illicites par exemple. À Schellcher, la présence des policiers municipaux et de la gendarmerie aux arrêts de bus rassure aussi les passagers. Mais s'ils comprennent que la présence des forces de l'ordre prévient des incivilités, ils dénoncent le comportement de certains chauffeurs qui entraînerait des tensions avec les usagers. Il y a des soucis aussi au niveau des chauffeurs qui vous répondent mal, qui sont désagréables, qui ne sont jamais à l'heure. Des signalements qui remontent régulièrement à la CFTU. La maison mère se penche sur le problème afin d'apaiser les tensions entre passagers, conducteurs, receveurs et usagers de la route. Nous prévoyons encore, parce que nous l'avons déjà fait, encore de la formation pour nos quelques conducteurs ou intervenants qui ne seraient pas dans le bon format. C'est prévu. Nous avons des cellules d'écoute au sein de l'entreprise, au sein du réseau, mais aussi faire une campagne de communication de sorte à ce que tout un chacun se sache non anonyme. Ces opérations conjointes, police, gendarmerie et contrôleurs sont régulières. Pourtant, une convention relative à l'amélioration de la sécurisation du réseau Mosaïque devrait être signée demain entre la CFTU et les autorités. Au niveau du rond-point de la Batelière à Schellcher, ce dispositif aura permis de contrôler une quinzaine de bus et plus de 300 passagers, dits contrevenants, ont été verbalisés. Autre mesure visant à rassurer, la douane de Martinique a inauguré ce matin 2 vedettes de sa flotte qui sont déjà en service depuis 2 ans. Une manifestation qui intervient 15 jours après le rapport de la Cour des comptes qui les accusait d'investir dans du matériel inutilisable. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Michelet François. Je te baptise Makuba. Makuba est harpon, 12 mètres de long, 300 chevaux sous le capot et des pointes jusqu'à 50 nœuds. Ces nouveaux navires de surveillance complètent l'action des douanes dans la lutte contre les trafics. Depuis que nous avons ces bateaux, nous avons intercepté une vingtaine de yawls avec des marchandises de fraude. Nous recherchons principalement les stupéfiants, mais nous avons également découvert du lambi, des langoustes, des oursins, de la chair de tortue. C'était en octobre dernier. Et puis, fin octobre dernier, 400 000 € en espèces, en billets de 500 €. Et voilà. Donc c'était une affaire assez extraordinaire.
600 000 € ont été déboursés par l'État pour mettre en service ces nouveaux engins, attendus pendant 3 ans par les douanes maritimes. Avant eux, 2 autres vedettes avaient pourtant été livrées en Martinique, mais n'avaient jamais pu naviguer, car inadaptés à nos eaux. Ces bateaux ne sont plus là et ils ont été remplacés par ces semi-rigides-là qui, eux, sont sur des conceptions, vous voyez ces conceptions de coques qui sont des coques semi-rigides, c'est-à-dire une bonne carène et une protection par des pneumatiques qui permettent de travailler dans toutes les conditions, de pouvoir aller dans des endroits avec des niveaux d'eau très très bas et de pouvoir être très rapide pour pouvoir lutter contre la contrebande dans la zone. Une affaire récemment épinglée par la Cour des comptes qui a pointé du doigt 1,5 million € de pertes de fonds publics. L'inauguration d'aujourd'hui était-elle un moyen de noyer le poisson? Les services des douanes s'en défendent. Ça n'a strictement aucun lien puisque la manifestation a été prévue avant même la publication du rapport de la Cour des comptes. On est clairement dans le présent et l'avenir sur comment être plus efficace dans la lutte contre la fraude et la protection des abords en Martinique et en Guadeloupe. 2 autres navettes similaires sont en construction. Elles rejoindront prochainement les forces maritimes de la Guadeloupe et de la Guyane. Les militants de la Sopamar à nouveau mobilisés. Depuis hier soir, ils ont décidé de se réunir toutes les nuits au port pour empêcher la cheminée destinée à la centrale de biomasse d'être livrée. Voyez ce reportage de Guy Raphaël René. C'est ici, à l'entrée de la tranche est de la zone portuaire de Fort-de-France, que les militants de la Sopamar ont attendu en vain le convoi qui devait transporter la cheminée jusqu'au Galion. Nous avons réussi à faire suspendre le permis, même annuler le permis d'exploitation de la société Albioma. Donc nous ne comprenons pas qu'ils continuent à construire leur usine comme si de rien n'était, avec les autorisations de l'État, c'est-à-dire qui encouragent l'illégalité. En octobre 2016, à la demande de la Sopamar, le tribunal administratif avait annulé l'arrêté autorisant l'exploitation de la centrale, mais pas celui concernant la construction. Après avoir fait appel de la décision du tribunal auprès de la Cour d'appel de Bordeaux en novembre dernier, les dirigeants d'Albioma restent sereins pour la suite. Nous avons parfaitement le droit de construire. On espère que, si vous voulez, le tribunal, la Cour d'appel nous donnera raison. Ok ? Mais sans attendre, il n'y a rien qui nous empêche de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter. Donc on explore toutes les voies pour se remettre en ligne et redisposer d'une autorisation d'exploiter. Une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter serait déjà en cours d'instruction à la préfecture de Martinique. En attendant, les militants de la Sopamar restent mobilisés pour bloquer toute tentative de sortie du port de la cheminée d'Albioma. Parlons de carnaval maintenant. À 3 jours de la première grande parade des jours gras, l'ARS alerte sur les dangers auditifs que peuvent rencontrer les carnavaliers, notamment les jeunes enfants. Certains groupes à pied et chars peuvent générer énormément de bruit. L'apparition de douleurs dans les oreilles ou de bourdonnements peuvent alors survenir. Voyez les précisions de l'ingénieur sanitaire de l'ARS qui s'exprime face à la caméra de Louis Sabas. La période du carnaval, c'est une période où on est soumis de manière intense à des bruits, à des sons divers, et notamment lors des défilés avec les groupes à pied et des orchestres musicaux qui produisent des bruits et de la musique à un niveau très élevé. Ce sont des zones où des douleurs aux oreilles peuvent apparaître, mais de manière générale, ce n'est pas que l'intensité qu'il faut regarder. Il faut aussi faire attention au temps auquel on reste exposé. Plus l'intensité est forte, notamment au-delà de 110 décibels, il faut faire des pauses, notamment pour les enfants. Toutes les 15 minutes, il faut qu'ils s'écartent de ces zones de bruit. Évidemment, les musiciens qui sont dans les orchestres, eux, par définition, ils ne peuvent pas s'éloigner et donc ils doivent au minimum porter des bouchons d'oreille, tels que ceux-ci. Il y a aussi des bouchons qui sont plus appropriés, plus spécialisés, que vous pouvez trouver en pharmacie, mais en tout état de cause, il faut porter des protections lorsque on est un musicien d'un groupe à pied. Le 13 février dernier, Hervé Deluge enfonçait la porte principale de l'Atrium à l'aide de son pick-up pour montrer son désarroi. Le lendemain, le président du SDAM, le syndicat pour la défense des artistes martiniquais, poussait un coup de gueule sur Facebook. Les artistes martiniquais sont de plus en plus nombreux à se plaindre des difficultés à vivre de leur métier. Pour en parler, nous recevons le président du SDAM.
Aimé Aga. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez organisé une rencontre hier soir à la Maison des syndicats pour les artistes. Plusieurs organisations se sont jointes à votre mouvement. Il y a la Sopamar, l'Union des femmes, la SATS et les 2 comités de soutien d'Hervé Deluge. Alors, on sent qu'une certaine colère gronde. Qu'en est-il ressorti de cette réunion ? Déjà, dans cette réunion, on a déjà vu avec le maître Germani, l'avocat d'Hervé, dans un premier temps, ce qui lui était reproché. Et quand on a discuté avec lui, on a surtout discuté des actions qu'on pouvait mener après et surtout des difficultés qu'on rencontre dans notre profession et des parades et des propositions que nous, on pouvait faire. Mais il est certain que depuis un certain nombre de temps, le public martiniquais s'en rend bien compte, il y a des difficultés dans la profession. Alors, vous prévoyez des mouvements de protestation. Qu'est-ce qui a été programmé ? On est en train de discuter justement de mouvements de protestation. J'ai eu, moi, Hervé ce matin et ce midi. Même s'il reconnaît une bêtise, ce qui peut arriver à tout le monde, il tient surtout à remercier les artistes de le défendre. Et nous, à côté, on essaie on étudie la possibilité de pouvoir faire un concert pour pouvoir financer les difficultés qu'il a au quotidien, puisqu'il m'a signalé, entre autres, qu'on lui a retiré son pick-up et que son pick-up serait à la vente aux enchères. Donc, c'est un artiste qui est déjà en très grande difficulté. Donc, il est normal que le SDAM et toutes les forces vives du pays se rassemblent et aident Hervé à passer ce moment difficile. Alors, on dit que la vie des artistes, la vie artistique, on dit ça depuis des années. La chanson de Kali remonte d'ailleurs dans les années 90, 92 de mémoire. Alors, dites-nous quelles sont les difficultés concrètes que vous rencontrez aujourd'hui ? Énormément de difficultés. Déjà, les artistes martiniquais, la population se rend bien compte que quand ils tournent le bouton sur la bande FM, ils entendent très peu de musique de chez nous. Donc déjà, une difficulté d'être diffusée chez nous. Après, ils ont constaté qu'il y a seulement 2 salles de prestations pour pouvoir faire des prestations. Et d'après M. Boutan de la SACEM, nous sommes plus de 1200. Ils comprennent tout de suite que les 1200 ne peuvent pas utiliser cette salle. Mais à qui la faute alors? C'est aux politiques? Je pense que les politiques devraient prendre les choses en main et que pendant un certain nombre de temps, d'ailleurs le SDAM, pendant 2 ans et demi, on a été sur le terrain, on les a rencontrés. Et on a fait des propositions et c'est aux politiques maintenant de pouvoir nous donner du concret. Et surtout, on appelle, nous, depuis un certain nombre de temps, aux assises de la culture, on y tient, pour qu'on puisse tous se réunir autour d'une table et trouver des solutions, quoi. Alors, à la dernière plénière de la CTM, des professeurs artistes étaient intervenus pour signaler leur désarroi aussi. Est-ce que vous savez où ça en est? Qu'est-ce que vous en sont les discussions? Le SDAM a rejoint le collectif. Justement, c'est de là qu'est partie la protestation, puisqu'on s'est rencontrés, nous, lors d'une réunion à la Sopamar avec le comité artiste, le comité de défense pour Hervé Deluge, le SDAM, le SATS et la Sopamar. Et on est en train de travailler pour que seulement 2 professeurs puissent être intégrés. Et il faut que le peuple martiniquais sache que tous les postes qui ne sont pas pourvus par des Martiniquais le sont par des gens de l'extérieur et que ces 2 professeurs, dans très peu de temps, vont perdre leur diplôme à cause du fait qu'ils ne sont pas engagés. Alors, c'est quand même la porte principale de Tropicatrium qui a été enfoncée. Pourtant, aujourd'hui, enfin pour cette saison, il y a pratiquement 70% de la programmation qui est martiniquaise. Donc, il y a quand même des efforts qui sont faits. Il y a des efforts qui sont faits, mais il faut que le public et les politiques se penchent sur la politique publique et sur les politiques publiques et culturelles, parce que il est certain qu'à l'Atrium, énormément de pièces qui sont présentées à l'Atrium le sont par le responsable de l'Atrium, ce qui n'est pas normal. Il faut savoir que les pièces qui sont présentées à l'Atrium au nombre de 5 ou de 7 sont écrites et proposées par le directeur Hassan Kouyaté, et que pour les Martiniquais, c'est une pièce tous les 2 ans. Je pense qu'on a fait rapidement... Donc il s'autoproduit un peu trop, voilà. C'est ça? C'est ce que vous dénoncez? Non seulement ça, mais c'est vrai aussi dans les commissions, parce que moi je pense que certains politiques qui sont en place, à la CTM ou dans les commissions culture, n'ont pas apporté des projets, parce qu'ils sont jugés partis et qu'ils bénéficient 2 fois de la manne
martiniquaises, puisqu'ils sont payés par les deniers publics et que derrière, ils perçoivent aussi des fonds pour pouvoir faire tourner leur entreprise ou leur association. Alors, dernière question, puisque nous sommes en période de carnaval. Les artistes du carnaval se plaignent régulièrement. Dernièrement, Alain Ajax poussait un coup de gueule sur son Facebook. Il disait qu'ils n'étaient pas assez programmés. On programmait plus de soca, jump-hop et pas assez de musique locale. Les programmateurs de radio, quant à eux, parlent de qualité et qu'ils passent que ce que les auditeurs veulent. Alors, quelle est votre position là-dessus ? Je ne permettrai pas aux programmateurs ici de mépriser la production martiniquaise. Il y a depuis longtemps des artistes et des responsables de groupes qui ont fait leurs preuves. Je crois qu'Alain Ajax, qui est trésorier du SDAM, avec son groupe pendant des années, a fait les beaux jours du carnaval. Et ceux qui étaient non, mais s'ils doivent passer que ce que les auditeurs leur demandent, ça m'étonne que l'auditeur martiniquais demande de la soca et que les titres qui étaient potables de carnaval, qui étaient potables il y a 5 ans ou 2 ans, ne le sont plus aujourd'hui, ou que les artistes qui étaient potables il y a 2 ans chantent brusquement faux. Donc je pense que c'est une volonté. Ils sont peut-être dépassés, c'est peut-être ça aussi. Dépassés, je ne pense pas. Je pose une question. Je constate que la qualité de la musique en Martinique est toujours remise en cause. On a de très bons musiciens qui, à l'extérieur, donnent de très bons résultats. Je pense à Mario Canonge, à plein d'autres. Et c'est en Martinique que, brusquement, ces personnes-là n'ont pas droit de citer, quoi. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Alors, vous allez peut-être aussi vous mobiliser pendant les jours gras. Pendant les jours gras. Donc, on est en train d'étudier la possibilité d'être présent dans le carnaval et surtout pendant le lundi, mardi, mercredi, décembre, de pouvoir se réunir à la maison des syndicats entre 8h et midi pour que tous les corps de métier, les danseurs, les peintres, les artistes puissent élaborer un cahier des charges pour pouvoir le remettre aux politiques et aux responsables de la culture. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Restez sur ATV, à suivre dans un instant. Nous irons en Guadeloupe où le secrétaire d'État au sport a continué sa visite. Il a rencontré le président de région Henri Chalus pour négocier le financement de plusieurs équipements sportifs. La bouteille de rhum la plus chère du monde a trouvé preneur, 100 000 € pour un millésime de 1966 de la maison Clément. Et puis dans notre JT des communes, Hubert Bornil nous parlera d'un espace dédié à l'art au centre-ville de Fort-de-France, une galerie qui porte le nom d'œuf. Mais avant, place tout de suite au sport. Depuis 2 jours, l'IMS, l'Institut martiniquais du sport, accueille une formation sur les nouvelles règles régissant les courses de bateaux à voile, toutes disciplines confondues. À la demande de la Ligue de voile de Martinique, un formateur a été désigné par la Fédération française de voile pour une mise à niveau des régatiers, des moniteurs de voile, des juges arbitres, mais aussi des parents. Voyez les précisions recueillies par Guy Raphaël René. Cette formation, elle a lieu parce que à la fin de chaque période olympique, donc on appelle Olympiade qui dure 4 ans, les règles de course à la voile évoluent. Toutes les disciplines qui ont attrait à la voile, il faut rappeler que depuis le 1er janvier, le kitesurf fait partie de la délégation de la Fédération française de voile. Donc les règles de course à la voile pour le kiteboard font partie aussi de ces règles qui ont évolué. Donc il faut que tout un chacun qui intervient, aussi bien coureur qu'entraîneur et arbitre, soit au fait de façon à ce que les courses se passent dans les meilleures conditions d'équité. Les changements sont nombreux. Aujourd'hui, par exemple, je parle aux entraîneurs. Ce qui va particulièrement les intéresser, c'est que apparaît la notion d'accompagnateur, c'est-à-dire que les gens qui accompagnent les jeunes sur l'eau vont aujourd'hui pouvoir être pénalisés également, indirectement, c'est-à-dire qu'ils vont faire pénaliser leurs coureurs s'ils ne respectent pas les règles. Ça, c'est une grosse nouveauté que les gens n'ont pas encore intégrée. J'ai parlé aux arbitres pendant 2 soirs de suite, mardi, mercredi. On a beaucoup parlé des changements qui vont intéresser les gens qui dirigent les courses sur l'eau. Nos pavillons de régate, certains ont changé. Certaines façons de faire, certaines règles aussi qui régissent la régate, certaines ont été changées, d'autres ont été clarifiées. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, les endroits où les bateaux peuvent aller, ne peuvent pas aller pendant un parcours, ça a été changé. Il a aussi été changé, il y a un pavillon très important, une façon de prendre le départ qui apparaît,
qui va changer beaucoup de choses, je pense, dans les façons de faire. Tout ça, ça a été expliqué aux arbitres. J'espère qu'après cette formation, on sera tous sur les mêmes pieds d'égalité, parce que je rappelle que les règles de course ne sont pas là pour pénaliser les coureurs, au contraire pour les aider. Alors j'espère que la voile aura il y aura plus de fair play dans toutes les régates, et ce soir il y aura une grosse réunion avec les régatiers, les jeunes et les plus grands. J'espère qu'on verra à partir de cela de beaux moments, de respecter les règles sur l'eau, c'est ce qui sera surtout important. Du football maintenant avec la deuxième demi-finale du trophée Mutuelle Marguerre qui s'est tenue hier soir au stade Pierre-Aliquer à Dillon. La rencontre opposant le club franciscain au club colonial a été très disputée et s'est soldée par une victoire des Foyalais. Voyez le récit du match avec José Lecherti. Le club colonial en blanc et noir donne le ton dès l'entame du match. Le club franciscain se rebelle mais pêche dans la finition. Pressé par les clubistes, Bristol fait une passe en retrait mal assurée. Grégory Charles en profite et marque pour le compte de ses couleurs. On joue la 29e minute et le club colonial mène 1-0. Le mano à mano continue entre les deux formations, mais plus rien n'est marqué lors de cette première période. À la pause, le score est d'1-0 pour le club colonial. Nous avions à cœur de rester solidaires défensivement et d'être efficace offensivement. On a pris du temps à mettre notre jeu en place, et ce qui fait qu'on prend un but en première mi-temps et après on court après le score et c'est pas toujours évident. Après une première période équilibrée, le club franciscain tente de revenir au score, mais les affaires franciscaines se compliquent. 5 minutes après la reprise, Stéphane Abol est expulsé. C'est en infériorité numérique que les hommes de Jean-Marc Sivot affrontent les clubistes en confiance et qui mènent au score. Malgré des occasions de part et d'autre, plus aucun but n'est marqué. Le score final de cette rencontre, 1-0 en faveur du club colonial. C'est un match hyper difficile. C'est vrai qu'on avait des conditions pas idéales pour affronter le club franciscain ce soir. Je crois qu'on a fait preuve de plus de maturité ce soir, parce qu'il nous fallait, parce qu'on savait qu'on avait fort à faire contre le club franciscain. Maintenant, je crois que les joueurs ont respecté les consignes. Ça nous permet de mener 1-0, mais on sait que le chemin est encore long pour se qualifier. Le club colonial a joué avec son atout. Nous, on a un petit peu déjoué. Maintenant, ça fait partie du jeu. Bon, le club colonial aussi était plus agressif. Ils avaient plus envie que nous, plus motivés. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas gagner la Ligue anti-foot. Mais je crois que ce soir, le club colonial a su faire ce qu'il fallait, le but de plus, et surtout la détermination qu'il fallait pour gagner ce match. Ce sera à nous de faire ce qu'il faut au match retour. Et je peux leur dire qu'ils n'ont pas encore gagné le match. Les matchs retour sont prévus les 4 et 5 avril. Le club franciscain recevra sur son territoire le club colonial, tandis que le CS Casse-Pilote ira jouer à Saint-Joseph. En Guadeloupe, victoire de la Gauloise de Basse-Terre face au CS Moulien, 3-2. Direction la Guadeloupe où le secrétaire d'État au sport a poursuivi sa visite aujourd'hui. Thierry Braillard a rencontré Harry Chalus pour négocier le financement de plusieurs équipements sportifs. La première visite de terrain s'est déroulée ce matin au complexe sportif de la ville du Moule. Voyez ce reportage de Nathalie Dinan et de Patrick Curie. Vous savez, quand on voit Teddy Riner entrer dans le stade olympique, porter le drapeau de la France, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce que la Guadeloupe a apporté au sport français. Il était donc tout à fait normal qu'en retour, que la Guadeloupe bénéficie d'une partie du plan exceptionnel d'investissement et de rénovation d'équipements outre-mer, une enveloppe qui s'élève à 20 millions d'euros. 20 millions pour cette première année sont budgétés et ensuite il faut dépenser. Et donc il y a déjà eu un conseil d'administration du Centre national de développement du sport qui va être l'organisme qui va financer. Il y en a un dans 5 jours, la semaine prochaine, qui va donc commencer à débloquer l'enveloppe sur des premiers dossiers. Je sais qu'il y a déjà des dossiers guadeloupéens qui vont être retenus pour environ 1,5 million d'euros de soutien apporté par l'État. Et ce n'est qu'un début. Il y aura un autre conseil d'administration en novembre 2017
où là, je l'espère, l'intégralité des 20 millions auront été dépensés pour cette première année. Au Moule sont prévues une pelouse synthétique, une piste d'athlétisme toute neuve. Dans cette région de la Guadeloupe, on dénombre de nombreux sportifs de haut niveau et une grande variété de disciplines exercées. D'où l'investissement en équipements multisports, exemple pour le taekwondo. Optimiser les performances et on pourra optimiser les résultats. Un accueil digne de champions au Moule, mais aussi à Pointe-à-Pitre, où le président Chalus l'a défié au tennis et les jeunes basketteurs au panier. Thierry Braillard est venu porter la bonne nouvelle et muni d'une belle enveloppe, un geste qui satisfait Jacques Bangou, maire de Pointe-à-Pitre. S'agissant du territoire de Pointe-à-Pitre, il était essentiel pour nous de partager avec lui le premier label de ville active et sportive obtenu par une ville d'outre-mer et de lui montrer également que ce n'était pas une labellisation vaine, mais que ça correspondait à un niveau d'équipement et à une politique de participation sportive qui est exceptionnelle sur le territoire de Pointe-à-Pitre. La terre de Guadeloupe et ici à Pointe-à-Pitre en particulier, nous sommes une terre de champions, une terre de pratiques sportives, une terre d'exception dans tous les domaines et nous tenions à le faire partager à notre secrétaire d'État. Donnez rendez-vous à cette graine de champion aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. La bouteille de rhum la plus chère du monde a trouvé preneur, 100 000 € pour un millésime martiniquais de 1966 déniché dans les caves de la maison Clément avec son bouchon en or et diamant. Elle avait été présentée le 21 septembre dernier à la boutique d'un joaillier, place Vendôme, qui l'a conçue. Voyez ce reportage de notre correspondant Éric Dupuis. Un écrin d'exception pour un millésime incomparable. 1 an de travail, 200 grammes d'or et 4 carats de diamants. La maison Clément et la maison Tournaire ont créé une œuvre d'art à déguster avec modération. Car la bouteille scintillante en cristal de baccarat renferme un nectar rare et jamais commercialisé jusque-là. Nous avons choisi une bouteille de rhum vieux Clément millésime 66 parce que ce millésime, il nous en reste très peu, 30 bouteilles. Et à la dégustation, il nous a semblé vraiment d'excellente qualité et qui pouvait correspondre vraiment à cette pièce unique. Le but, c'était de marier les savoir-faire de 2 maisons d'excellence. Un pari fou lancé lors d'une dégustation de rhum entre les 2 directeurs qui aboutit à une évidence. L'idée, elle n'est pas non plus incongrue dans le sens où j'ai vu cette maison Clément qui est incroyable et ça correspond bien aussi au style de Tournaire avec les bagues architecture. On avait mis des architectures sur des stylos avec la maison Dupont. Et je dis on va mettre une maison sur une bouteille de rhum. Le pari est gagné. La bouteille à 100 000 € et ses 8 copies en bronze plaqué or de 19 000 € chacune ont toutes été vendues. Mais derrière le luxe et l'élégance, il y a aussi la solidarité. Sur les ventes, 15 000 € seront reversés pour la lutte contre la drépanocytose. Avec cet argent, nous allons financer 3 bourses de thèse, de master biologie 2e année, recherche drépanocytose, pour inciter les jeunes doctorants justement à faire de la recherche sur la drépanocytose parce que nous sommes en pénurie de drépanocytologues. Parmi les acheteurs, de grands collectionneurs d'art venus d'Italie, de Grèce ou de Belgique, et un Martiniquais de moins de 30 ans qui s'est aussi offert l'une des 8 bouteilles en bronze. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au centre-ville de Fort-de-France avec une galerie qui ne passe pas inaperçue. Certaines installations publiques à l'entrée de l'espace plongent déjà le public dans un univers particulier grâce au concours des artistes qui les ont décorées. Elles portent le nom original d'un œuf. Hubert Bornil et Loïc Régis vous expliquent pourquoi. L'œuf. C'est l'idée de la gestation, de la création, de l'éclosion. Un petit coin tranquille dans Fort-de-France, un endroit qu'il faut absolument visiter. Difficile de passer devant sans y jeter un œil. L'invitation se fait d'ailleurs à même le trottoir grâce à ces expressions artistiques d'un genre plutôt spécial. C'est venu d'un truc tout simple, c'est qu'on est au numéro 19, donc un œuf. Et on a signé le 1er septembre, donc un œuf.
Et en fait, on a réalisé que voilà, un œuf de poule, la symbolique, l'embryonnaire, l'éclosion, le fait de couver, etc. correspondait tout à fait en fait au projet qu'on voulait monter en fait. L'œuf est une ancienne bâtisse où l'art se dessine, se dresse, s'harmonise pour le plaisir des yeux et surtout des sens. L'essence de l'art, car l'art est expression, partage, émotion. L'art dérange parfois l'ordre établi. En fait, il ne se conforme jamais. L'idée, c'est que voilà, les gens puissent se rencontrer, artistes publics, et que les gens puissent créer et avoir un espace où diffuser leurs créations, faites ici ou faites ailleurs. Ici, les artistes exposent leurs œuvres. Certains viennent en résidence ou donnent des cours, un peu à l'exemple d'Alfred Varas, infatigable potomitan de la musique martiniquaise. Ici, c'est un espace qui était camonché. Des jeunes artistes martiniquais qui ont décidé de créer un espace, maison de l'artiste, et puis qui a accueilli artistes dans toute activité. C'est un bail qui est important. Le concept est assez chargé en informations, donc c'est pas toujours facile à expliquer à tout le monde. Mais ça a été plutôt bien accueilli. Je pense que les gens cherchent des choses différentes, cherchent à voir de l'art, à voir la culture, à avoir des espaces aussi où ils peuvent venir, être tranquilles. Voilà un peu l'idée, on retrouve le sens familial, anti-ambiance, en bon petit soleil, en bon petit calme, et puis en plein centre-ville, ben voilà, c'est tout simplement un havre de paix. C'est bon là ? Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que 8 radars fixes sur les 21 que compte la Martinique seront désormais équipés de la fonction double sens, c'est-à-dire qu'ils pourront flasher les véhicules circulant sur les 2 voies. Les zones concernées sont la RN1 au Marigot, au Robert Cadet, la RD1 au Robert à Fourachot, la RN2 à Bellefontaine, la RD7 au Trois-Îlets-Château-Gaillard, la RN6 au François, quartier d'Ostalie, la RN1 à Trinité-Valériane et la RN1 à Trinité au quartier Galion. Autre information pratique, l'ARS rappelle que des dispositifs sanitaires sont répartis à travers l'île pour assurer une permanence pendant les jours gras. 4 maisons médicales de garde pour pallier aux fermetures des cabinets médicaux sont réparties sur 3 secteurs avec des horaires élargis. Dans le centre, dans l'enceinte de l'hôpital Pierre-Zobda-Kidman et à la clinique Saint-Paul. Au sud, dans l'enceinte de l'hôpital du Marin et au nord Atlantique, dans l'enceinte de l'hôpital de Trinité. Nous vous rappelons que les patients doivent obligatoirement composer le 15 pour être orientés vers la prise en charge la mieux adaptée à leur état de santé. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez qu'un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du magasin de la Grande Récré de 13h à 18h à Ducos. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre-Zobda-Kidman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Antje Pays. A tout de suite.